Monsieur le gouverneur, bienvenue à Chisinau. Merci beaucoup. C'est un honneur de vous avoir ici dans notre capitale presque européenne ou européenne déjà. Et c'est un honneur de vous avoir ici dans notre conférence qui s'appelle New Technology for Old Markets. Donc, transformation digitale, technologie, des mots magiques. Rien que les entendre et la tête commence à tourner. Donc, en cet état de rêverie peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez l'évolution du secteur bancaire européen face à ces nouveaux défis technologiques et plus particulièrement avec l'adhésion à SEPA? Quel rôle peut avoir un pays comme la République de Moldavie dans cette transformation digitale de tout le continent? Alors, je veux d'abord vous remercier de vos mots d'accueil très chaleureux. Je suis très heureux d'être pour la première fois dans votre pays, en Moldavie, dans votre ville de Chisinau. Je suis venu apporter l'amitié de la Banque de France et de la France. La Moldavie est un pays européen qui a vocation à rejoindre l'Europe. Le président Macron était ici il y a quelques semaines pour le dire. Et au niveau des deux banques centrales, nous avons, vous le savez, une relation de coopération très étroite. Cette conférence aujourd'hui le manifeste. Et j'ai eu l'honneur de signer avec la gouverneure Anka Dragou, mon amie, un accord de coopération au mois de janvier. Donc cette conférence est une étape dans un lien qui est un lien d'amitié et de solidarité européenne. Elle porte évidemment sur un sujet difficile, parce qu'on peut juger qu'il y a une contradiction entre, alors pour le dire en anglais, old markets, des marchés traditionnels, et puis ces nouvelles technologies. D'abord, je ne suis pas sûr que nous soyons des si vieux marchés que cela. Nous sommes aussi des pays tournés vers l'avenir, avec une jeunesse, avec des concurrents dans le monde, donc il ne faut pas vieillir, il faut regarder vers l'avant. Mais ces nouvelles technologies, peut-être, pour un pays comme la Moldavie, permettent d'accélérer des changements, peut-être de rattraper de temps en temps des difficultés ou des problèmes qu'il peut y avoir. Vous avez cité l'exemple de SEPA et des paiements. Le système des paiements et le système bancaire en Moldavie a hérité d'un certain nombre de difficultés, et nous savons très bien pourquoi, à cause de l'histoire, des difficultés économiques. Je crois que SEPA et la technologie, c'est au fond une occasion favorable pour sauter plusieurs étapes. Nous avons la grande chance d'avoir en Europe un espace de paiement intégré. Bienvenue à la Moldavie dans cet espace de paiement. Maintenant, comme on dit en français, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il va falloir continuer à avancer et faire des innovations technologiques importantes. Nous allons en parler. Oui, sans doute. Mais en plus, la Banque de France est considérée comme l'avant-garde du projet de l'euro numérique. Pouvez-vous nous expliquer comment cette innovation pouvait révolutionner non pas seulement les marchés développés, mais aussi faciliter l'inclusion dans les économies en transition comme celle de la République de Moldavie? Quels sont les principaux défis technologiques et réglementaires que vous voyez là comme présents? Alors, le hasard fait que vous me posez cette question le jour où il y a un important conseil ECOFIN informel qui est réuni à Copenhague sous présidence danoise, les ministres des Finances et les gouverneurs pour parler de l'euro numérique. Quelle est la justification? La raison de ce projet, c'est que l'objectif de la Banque centrale, depuis toujours, c'est d'émettre une monnaie de banque centrale qui inspire une confiance absolue à tous les citoyens. C'est l'actif sans risque, qui est accessible, qui est gratuite et qui est universelle, acceptée partout. La Banque de France a été créée, comme beaucoup d'autres banques centrales, il y a plus de 2 siècles, pour émettre des billets de banque. Et à l'époque, la monnaie papier était un grand progrès par rapport à la monnaie métallique, or et argent, qui existait antérieurement.
Simplement, nous ne sommes plus au XIXe siècle, nous sommes au XXIe siècle, et nous savons tous que la monnaie est largement devenue numérique, dématérialisée, et que c'est d'ailleurs un grand progrès pour nos concitoyens. Donc l'idée de l'euro numérique, c'est qu'il faut que la Banque centrale émette toujours une monnaie de banque centrale, sûre, gratuite, accessible, universelle, mais avec la technologie du XXIe siècle, qui est le numérique. Au fond, c'est le meilleur de la Banque centrale, la confiance, la stabilité, avec le meilleur du numérique et tout ce qu'il permet. Alors bien sûr, c'est un projet ambitieux sur le plan technologique, il faut l'autorisation législative du Conseil européen, du Parlement européen, mais je n'ai pas beaucoup de doute que nous allons, d'ici un horizon d'environ 3 ans, proposer aux citoyens européens l'euro numérique. Alors, est-ce qu'ensuite cet euro numérique sera utilisé en dehors de la zone euro, comme les billets de la Banque centrale le sont? Ça, c'est aux citoyens d'en décider. Mais il n'y a pas de raison que l'euro numérique ne circule qu'à l'intérieur des frontières strictes de la zone euro. Donc, ça peut être aussi un atout pour des économies en transition. Peut-être pour revenir au sujet principal de notre conférence d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle transforme déjà la supervision bancaire et la gestion des risques. Comment voyez-vous l'équilibre entre l'innovation et la sécurité financière, notamment pour protéger les consommateurs, par la perspective de l'intelligence, par intégrer l'intelligence artificielle? Alors, je crois que vous posez, à propos de la question de l'intelligence artificielle, une question qui vaut pour toutes les révolutions technologiques. C'est qu'elles apportent beaucoup d'opportunités, mais elles emportent aussi des risques. Et notre rôle à nous, superviseurs et régulateurs, c'est de trouver le bon équilibre. Je voudrais quand même insister sur les opportunités. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Elle va nous permettre de gagner énormément de temps sur nos recherches, sur des tâches au fond programmables, répétitives, et du coup de dégager du temps pour la créativité, pour la productivité, et ça c'est une bonne nouvelle économique. Les économistes discutent encore de savoir combien de croissance supplémentaire l'intelligence artificielle va apporter chaque année. Est-ce que c'est 0,2%? Est-ce que c'est 1%? Mais même le bas de la fourchette est très significatif chaque année. Mais vous l'avez dit, il y a des risques. Et notamment, je vais citer un risque auquel nous sommes très sensibles comme superviseurs, c'est le risque de la boîte noire, ce qu'on appellerait en anglais black box. C'est-à-dire, par exemple, une banque confie son analyse du risque à un algorithme d'intelligence artificielle qu'elle ne maîtrise pas. Alors là, je crois qu'il faut que nous soyons très clairs. Bien sûr, les banques pourront utiliser de l'intelligence artificielle. Elles utilisent d'ailleurs des systèmes experts. Nous le faisons aussi, nous, à la Banque de France. Mais jamais de syndrome de la boîte noire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les utilisateurs d'un algorithme d'intelligence artificielle doivent en maîtriser le contenu et le résultat. Un algorithme qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas est un algorithme dangereux que nous, superviseurs, ne pouvons pas accepter. Oui, c'est vrai, c'est sans doute vrai dans toutes les époques, je dirais, dans tous les... Bien sûr, et je crois qu'il faut que nous accompagnions ça dans nos banques centrales, dans nos organismes de supervision, d'un très gros effort de formation de nos propres équipes à l'intelligence artificielle. Là aussi, c'est la meilleure façon de ne pas en avoir peur, c'est que nous maîtrisons l'outil. C'est un principe universel, vous avez raison. Et c'est un principe universel dans le temps et dans les géographies, je pense. Mais parlons du temps. Est-ce que je peux me permettre, si je peux me permettre, une question peut-être plus personnelle? Et si on peut parler des débuts de votre carrière dans les années 88, en fin des années 80, est-ce que à cette époque-là, vous avez remarqué une innovation qui aurait pu être vue comme, je ne sais pas, la base, le fondement de ce que se passe aujourd'hui? Or, vous savez, je suis assez ancien maintenant, j'en suis à presque 45 ans de vie professionnelle, et
il s'est passé tellement de choses, et tellement de choses inattendues. Je crois que s'il y a une leçon, quand j'ai commencé ma vie professionnelle dans les années 80, vous l'avez dit, je crois qu'à l'époque, on n'aurait pas imaginé la chute du communisme et du rideau de fer. C'était évidemment un changement majeur pour un pays comme la Moldavie et un changement heureux pour l'Europe. Je crois qu'on rêvait de l'euro, monnaie unique européenne, mais on ne croyait pas qu'on arriverait à le faire. On a réussi à le faire. Alors il y a évidemment toute une série de changements géopolitiques moins heureux. Et aujourd'hui, nous voyons des tensions, y compris, je reviens d'Ukraine aujourd'hui, cette guerre terrible déclenchée par la Russie. Mais il faut s'adapter à des changements géopolitiques pour le meilleur ou quelquefois pour le moins beau. Sur les changements technologiques, il y a eu toute une vague, bien sûr, de changements. Je dirais que si on se remet au début des années 80, nous terminions juste la période, probablement, où on digérait l'apparition de l'informatique de masse. Excusez-moi de revenir autant en arrière. Et je me souviens qu'on disait encore que du fait de l'informatique, je cite la phrase, la banque, notre secteur d'activité, serait la sidérurgie de demain, avec des pertes massives d'emplois. Ça n'est pas du tout ce qui s'est passé, parce que les banques ont pu, grâce à l'informatique, développer des nouveaux services. Ce qui est arrivé juste derrière, et qui était évidemment la rupture technologique majeure, c'est Internet, qui n'existait pas dans les années 80. Tout ce qui est téléphonie portable, pardon de parler comme un ancêtre, n'existait pas non plus. Je crois que quand on voit ceci, il y a quand même une certaine raison pour être optimiste pour l'avenir. Les changements technologiques, on ne les prévoit pas toujours à l'avance, mais globalement, ils ont quand même apporté un plus considérable dans notre vie. Donc, le régulateur, il ne doit pas être les yeux fermés face à ces changements, il a son rôle à apporter, mais il ne faut pas non plus avoir peur de l'innovation technologique, c'est ça qui fait progresser l'humanité depuis toujours. Donc je viens aussi porter à cette conférence un message que je crois nous partageons tous, qui est un message de confiance. L'innovation, c'est positif, mais ça ne fait pas disparaître notre rôle. Au contraire, pour que l'innovation inspire vraiment confiance, nous devons, nous, faire notre travail. Monsieur le gouverneur, je vous remercie pour ce message, pour cette note d'optimisme que vous avez lancée. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message, mot à transmettre aux jeunes de Moldavie qui sont prêts à recevoir ces nouvelles défis de la nouvelle technologie? Écoutez, je crois que les jeunes de Moldavie sont l'espoir de votre pays, ils sont l'espoir de l'Europe plus largement. Je citais tout à l'heure ces changements géopolitiques extraordinaires que nous avons connus. Ils ont peut-être quelquefois l'impression que leur vie sera moins facile que celle de la génération précédente. Non, je crois que quand on regarde le progrès économique, technologique, il s'est un peu ralenti sur le plan de la croissance, mais nous continuons quand même à progresser, et ça doit être ça le sens de notre engagement monétaire, financier et économique. En tout cas, moi je pense toujours à ce que notre travail représente pour les jeunes de France et d'Europe. Un très beau message. Monsieur le gouverneur, on vous remercie pour tout votre temps et votre présence ici à Chisinau. Merci encore.